Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. On est toujours dans le troisième module qui porte sur les affections acquises et on s'est arrêté sur les affections cervicales. Pour les affections cervicales, on les a classées à leur tour en affections inflammatoires. Donc, on a deux catégories dans les affections inflammatoires. On a les cervicites qui sont primitives et les cervicites qui sont secondaires, par exemple aux endométrites. On a ensuite les affections tumorales, les affections kystiques et aussi on va voir d'autres anomalies qui peuvent survenir au niveau du col de l'utérus. On commence par les cervicites primitives, donc ils ont comme étiologie un vélage dystocique suite à une non-dilatation du col ou une extraction qui est très forcée du fœtus, soit elle est due à une procédure d'insémination artificielle qui est défectueuse, sinon une manipulation ou un examen gynécologique qui est mal fait ou mal pratiqué. Voici un exemple d'une cervicite primitive due à un traumatisme postpartum et on a bien sûr présence d'hémorragie au niveau du site de la lésion. Ensuite, on passe aux cervicites secondaires, ce sont les plus fréquentes et ne se manifestent pas de manière isolée, mais font suite soit aux endométrites, soit aux vaginites ou aussi aux pneumos et urovagins. Tous les animaux qui sont atteints d'endométrite présentent un certain degré quand même de cervicite, mais cette réaction inflammatoire au niveau du cervix, elle reste toujours moins sévère qu'au niveau de l'endomètre. Donc pour ce qui est étiologie des cervicites secondaires, donc on a des agents infectieux, notamment des germes spécifiques banals comme le Streptococcus, Pseudomonas, Colibacille, Arcanobacterium pyogenes aussi. Donc sinon on a aussi Histophilus somni qui est la seule espèce bactérienne retrouvée avec une fréquence très élevée chez les individus qui ont présenté une cervicite clinique, donc toujours dans les cervicites secondaires. Et donc pour faire l'examen clinique, on les a divisés en deux parties. On a les cervicites aigus et les cervicites chroniques. Donc dans le cas de cervicite aiguë, on a les signes cliniques qui n'ont pas de répercussions sur l'état général de l'animal, avec bien sûr un cervix ou un col qui est tuméfié, congestionné mais aussi sensible. Donc on a comme lésion un aspect de chou-fleur avec bien sûr un exsudat purulent. Et pour l'évolution de la pathologie, elle évolue généralement vers la chronicité ou vers la guérison en 12 à 15 jours. Pour les cervicites chroniques, les signes cliniques se manifestent par un col qui est multicolore, qui est hypertrophié, mais il est insensible, avec bien sûr présence de sécrétions qui sont discrètes. Pour les lésions, donc on a présence de petits kystes qui sont microscopiques par rétention et l'évolution elle est souvent vers une sténose complète du cervix. Donc pour le diagnostic des cervicites secondaires, donc on a trois grandes méthodes pour définir ces cervicites cliniques. Donc la première, c'est l'examen des écoulements vaginaux qui permet d'évaluer une anomalie postpartum, qu'elle soit d'origine utérine, cervicale ou aussi urinaire. Donc cette méthode, elle est très peu spécifique dans la détection de cervicites cliniques. Donc on passe à la deuxième méthode qui est plus spécifique que la première, c'est la palpation transrectale bien sûr, dans le but de mesurer le diamètre du col, mais aussi d'apprécier sa sensibilité, sa consistance, etc. C'est une méthode donc plus simple, mais très subjective. Donc ensuite on passe à la vaginoscopie. Donc la vaginoscopie pour observer le col de l'utérus et donc lui confier un score comme dans les images que vous voyez. Donc par examen au spéculum vaginal, donc la cervicite doit être définie lors de cet examen par un prolapsus dans un premier lieu, puis un œdème du second pli cervical du col associé ou non bien sûr à une rougeur de la portion vaginale du col. Donc ces éléments anatomiques vont apparaître sur les figures et on a dans la première figure la A. Donc dans A, on a un col de vache qui est sans anomalie. Par contre, dans le B, donc l'image d'à côté, on a un col avec bien sûr présence d'œdème, mais aussi présence d'un prolapsus du second pli cervical avec bien sûr absence de rougeur de la portion vaginale du col. Par contre, dans la dernière image, la C, donc on a un col de l'utérus avec œdème et prolapsus
du second pli cervical avec bien sûr présence de rougeur de la portion vaginale du col. Ensuite, donc, pour le traitement de ces cervicites secondaires, donc, il doit être orienté vers l'élimination de la cause de l'irritation. Et donc, une cervicite qui est associée à l'endométrite ou une métrite doit répondre aux traitements qui sont indiqués pour cette cause-là, qui est l'endométrite ou alors la métrite. Ensuite, on pourrait aussi recommander un lavage du col et du vagin par des solutions qui sont antiseptiques tièdes et douces, mais aussi accompagnées d'antibiotiques locaux. Ceci, c'est pour aider un peu à accélérer la guérison et pour bien sûr désinfecter cette partie. Ensuite, on pourrait aussi administrer des préparations à base d'iode et aussi un repos sexuel pendant 2 cycles oestraux ou plus, très bien recommandé et conseillé dans le cas de cervicites qui sont sévères. Et donc, passons aux affections tumorales du cervix. Et on a bien sûr les tumeurs épithéliales. On va voir là-dessus le carcinome épidermoïde. Et ensuite, on a les tumeurs mésenchymateuses. Et là, on va voir le léomyome et le fibrome. Donc, pour le carcinome épidermoïde, c'est en fait un néoplasme qui est très rare. Lors de cette affection par un néoplasme qui est le carcinome épidermoïde. Donc, on a la muqueuse cervicale qui est ulcérée et recouverte d'une couche de tissu nécrotique avec bien sûr présence d'un exsudat dans la lumière de l'utérus. Donc, ce néoplasme, il se compose donc de point de vue histologique par des cordons qui sont étroits et de petits amas de cellules squameuses anaplasiques, bien sûr dans une quantité qui est modérée de stroma de tissu conjonctif dense. Donc, la quantité de ce stroma était bien moindre que dans les adénocarcinomes de l'utérus bovin. La nécrose des cellules néoplasiques au centre de quelques cordons, bien sûr, et quelques amas a conduit à la formation des structures pseudo-glandulaires. Ensuite, dans le cadre des tumeurs mésenchymateuses, donc on a le léomyome qui est le néoplasme le plus fréquent qui affecte le col de l'utérus chez la vache. Donc c'est une tumeur qui est bénigne, ferme, d'une couleur un peu beige et nodulaire. Elle est constituée de point de vue histologique par des faisceaux de cellules musculaires lisses, entrelacés et souvent parsemés de fibres de collagène. On a aussi une nécrose centrale qui peut survenir, bien sûr, dans des néoplasmes qui sont de plus grande taille. Ensuite, pour le fibrome, donc il se produit beaucoup moins fréquemment que le léomyome. Et donc, c'est une tumeur qui est bénigne, qui est dure, d'une couleur un peu blanchâtre et sphérique de la paroi utérine et de la paroi cervicale qui apparaît très occasionnellement, comme je viens de dire, chez la vache. Elles peuvent être soit uniques, soit multiples. Et donc, de point de vue histologique, elle est constituée de masses denses de tissus fibreux collagéniques. Passons aux affections kystiques. Et donc, on a les kystes de Naboth. On les a appelés les kystes de Naboth. Donc, pour rendre hommage au chercheur qui les a mis en évidence, qui est Martin Naboth. Et donc, ce sont des kystes de rétention par occlusion des glandes. Ils sont secondaires généralement à un traumatisme et ils sont très petits et très peu gênants. Donc, voici des kystes de Naboth. Pour les autres anomalies qu'on va voir, donc c'est premièrement la sténose cervicale. Donc voici une image pour avoir une idée sur comment manifeste une sténose cervicale. Donc ensuite on a une image qui met en évidence l'adhésion cervicale. Ensuite on a aussi le prolapsus cervical, à ne pas confondre avec bien sûr le prolapsus vaginal qu'on a vu dans la dernière capsule vidéo. Et enfin, on a la mucinose cervicale qui se caractérise par la présence de ce liquide d'aspect mucineux, donc qui contient de la mucine au niveau de la lumière cervicale.